Vous êtes journaliste. On va commencer par ce drame, la mort de Philippine. On déroulera les conséquences politiques, évidemment, de ce qui s'est passé. Mais j'ai envie qu'on parte tout de suite à Versailles, où se déroulera demain la cérémonie religieuse, les obsèques de Philippine. On va rejoindre Audrey Berthaud et Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Il y a déjà beaucoup de monde. En tout cas, on attend beaucoup de monde pour demain, pour les obsèques de Philippine. C'est bien cela, Audrey? Oui, bonsoir Laurence. En effet, demain, beaucoup de monde attendu ici. Un dernier adieu à Philippine aura lieu à 13 h. Ces funérailles se tiendront donc en la cathédrale Saint-Louis de Versailles qui se situe juste derrière moi. Alors dès 11 h du matin, soit 2 heures avant les obsèques, les Versaillais nous disent que déjà ils attendent beaucoup de monde. Sa famille évidemment, ses proches, mais aussi ses camarades de l'université Paris-Dauphine. Alors je rappelle que Philippine a été élevée dans une famille catholique avec ses 5 frères et sœurs, que Philippine était membre des guides et scouts de France, et c'est ici dans cette cathédrale, Laurence, qu'elle avait fait sa confirmation. Donc cette cathédrale n'a pas été choisie au hasard, et puis vous le voyez aussi, elle est très grande. 2000 personnes pourront assister à ces funérailles d'ailleurs ouvertes au public. Donc voilà Laurence, beaucoup de monde attendu, et puis évidemment une émotion très vive sur place la veille de ces funérailles. Merci beaucoup Audrey Berthaud et Olivier Gangloff sur place. On va écouter quelques réactions de Versailles que vous avez recueillies il y a quelques instants. C'est horrible. C'est horrible. Alors, la justice n'a peut-être pas très bien fait son devoir. Nous, ça nous choque. Hein. Ça nous choque et je veux dire, on revient toujours au même truc, ça n'aurait pas dû arriver. Je suis tout simplement bouleversée. Je trouve que ça ne devrait plus jamais exister. Voilà, il faut tout faire pour que ça n'arrive plus. Voilà, je suis très émue. J'y vais aussi pour soutenir les parents, la famille, voilà, parce que c'est une histoire affreuse. Voilà, donc je tiens à y être aussi parce qu'on nous a demandé de venir. Voilà pour ces réactions recueillies dans les rues de Versailles. On est, Françoise Laborde, dans un cas où il y a une grande émotion qui s'est saisie du pays, parce que les gens ne considèrent pas que c'est un fait divers comme les autres, mais que c'est un fait de société. Et puis, il y a d'un côté les réactions politiques, ceux à qui je faisais référence dans mon sommaire, ceux qui disent non, c'est un fait divers comme les autres. Oui, mais il ne faut pas récupérer politiquement tout ça. Je crois que, j'allais dire, l'indignation et le choc est d'autant plus grand que, justement, il y a cette récupération politique, ou cette contre-récupération, je ne sais pas comment il faut dire. Mais c'est vrai que quand on est ému, j'allais dire, normalement, par le destin tragique de cette jeune fille qui a été violée par un violeur récidiviste qui n'aurait pas dû être sur le territoire français, qui était frappé, si je puis dire, par une obligation de quitter le territoire, qui avait été en rétention administrative pendant un certain temps, et qu'on est légitimement ému par ce concours de circonstances épouvantable, et qu'on voit une partie de la classe politique qui hurle à la récupération politique et qui a même accusé la famille d'être, j'allais dire, catholique traditionnelle, en disant mon Dieu, je ne peux pas avoir de la compassion pour des familles catholiques parce que franchement voilà. Et il y a là quelque chose qui est terrible, parce qu'on se dit que là où il devrait y avoir de la compassion et de la commisération et une sorte de communion et de respect pour la douleur de la famille, il y a un pays complètement fracturé avec une classe politique qui s'autorise à dire n'importe quoi. Et il y a des bonnes et des mauvaises victimes, et ça on le sait absolument tous. Ouais. C'est quelque chose qui est intégré. Je vous propose d'écouter tout de suite le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est exprimé il y a quelques instants dans les Yvelines. Cette barbarie qui fait tant de victimes parmi les Français, comme l'illustre malheureusement le meurtre abject de la jeune Philippine. Et j'ai pour elle, en cet instant, pour sa famille, une pensée émue. Face à ce drame qui révolte chaque Français, toutes les leçons, naturellement, devront être tirées. Et toute la nation aussi est fière de vous, car je veux le dire ici, c'est le travail d'investigation incroyable de notre police, mené en un temps record, qui a permis, avec nos voisins suisses, d'interpeller le suspect. Voilà pour Bruno Retailleau, qui s'adressait évidemment au policier qui était en face de lui, Louis de Ragnel, lors d'une cérémonie d'adieu. Du patron de la police, du patron de la police, voilà, très bien. Il martèle les mots barbarie, meurtre, abject. Il n'a renoncé à rien, Bruno Retailleau. Il n'a renoncé à rien, absolument. Bon, il y a un sujet politique, c'est qu'aujourd'hui on a du mal à voir comment
sur le volet législatif, Bruno Retailleau peut faire évoluer les choses. Il y a Laurent Wauquiez qui vient à l'instant de déposer une proposition de loi pour agir sur 3 leviers, notamment sur la rétention administrative, pour permettre en fait au préfet de garder sous la main pendant une durée beaucoup plus longue des personnes comme le meurtrier de Philippine. Et donc pour Bruno Retailleau, ce qui n'est pas simple maintenant, c'est qu'il a eu des mots extrêmement forts. Il a même dit, souvenez-vous, c'était hier ou avant-hier, ce qui doit être changé, sera changé. Et en face de lui, à côté de lui, il y a Didier Migaud, le ministre de la Justice, et qui lui n'est pas tout à fait dans cette... Ils se sont vus ce matin dans le bureau de Michel Barnier, Louis Dragnel. Exactement, ils se sont vus tout à l'heure. Ils ont accordé les violons. Alors, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit. Mais voilà, ce qui va être compliqué, c'est que pour que plus jamais ça puisse se reproduire, ou au moins, peut-être pas plus jamais, mais le moins possible, eh bien, il faut des changements législatifs. On peut pas travailler que sur le volet réglementaire. Et pour le législatif, concrètement, ça veut dire qu'il faut le vote des députés. Et on sait, on en a déjà beaucoup parlé, l'Assemblée nationale est complètement éclatée. Tous ceux qui appellent à un durcissement des mesures aujourd'hui, quelle que soit leur couleur politique, après-demain, vous verrez, diront ah non, ça va peut-être un tout petit peu trop loin. Ah bah non, les droits de la défense. Ah bah non, le droit des délinquants, des étrangers. Plutôt que les droits des victimes. Et donc c'est ça qui est compliqué. Et la dernière chose, et après j'ai vraiment terminé, je suis pas certain que Jean-Noël Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères, entende durcir les relations de la France avec les pays étrangers, parce que ça, c'est un levier extrêmement important. On voit bien qu'il y a eu un sujet autour de la délivrance du laissez-passer consulaire. On va y revenir qui dans un instant. L'expulsion. Parce que ça, c'est un sujet important et qu'il faut qu'on traite vers le Maroc. Et donc, il faut durcir le ton avec ces pays-là. Le cœur du sujet, effectivement, ce sont ces OQTF. Et ces OQTF, elles arrivent finalement bien tard. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on sait qu'une fois qu'une personne est sur le territoire français, il est très difficile, voire impossible de l'expulser. À cause des recours juridiques, parce qu'elle s'évanouit dans la nature, parce qu'on ne peut pas la retrouver. Donc le problème quand même en amont, c'est pourquoi autant de personnes pénètrent illégalement sur notre territoire. C'est quand même ça la question. Pourquoi les frontières sont des passoires ? Et quand on voit ce qu'a fait Mélanie en Italie, c'est-à-dire baisser 66% d'immigration en moins sur un an, parce qu'elle est allée négocier justement avec les pays d'Afrique pour faire baisser ce taux, c'est quand même là le nerf de la guerre. Il est arrivé, l'individu en question, le meurtrier présumé, avec un visa touristique, donc tout à fait également, quand il avait 17 ans, en 2019. Il était oui, mais il y a un problème de flux. Oui, mais au bout d'un mois, il était périmé. Une fois qu'il était périmé, qu'il avait 18 ans. Oui, mais une fois qu'il avait 18 ans, que son titre était périmé, personne n'a rien fait. Il a été condamné, il a purgé sa peine de prison. À aucun moment, on s'est posé la question de son expulsion. On se l'est posé en fait au moment où il est sorti de détention, ce qui est déjà beaucoup trop tard. On aurait dû lancer, si vous voulez, la procédure d'expulsion en amont. Et c'est là où il y a un problème. Il y a un problème dans le dispositif. Et je pense qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle des acteurs. On voit bien maintenant, on sait à peu près tout. Mais on voit bien que le système ne fonctionne pas. Et si des gens comme ça, qui sont considérés comme des gens du haut du spectre, on met pas n'importe qui en centre de rétention administratif aujourd'hui. On met qui ? On met des délinquants sexuels, on met des meurtriers et on met des gens qui sont radicalisés. Tout le reste, on les met pas dans les centres de rétention administrative. Donc globalement, ils sont jamais expulsés. Et donc si même pour des gens qui sont dans le haut du spectre, qui mobilisent particulièrement les services administratifs des préfectures, les services de police, d'enquête et de justice, même pour eux, on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pour personne. Catherine Ney. Je crois qu'il va falloir mettre un peu de méthode, parce que moi j'ai demandé au ministère de l'Intérieur, est-ce que vous pouvez avoir sur tous ces OQTF, est-ce que par pays, on sait combien il y a de délinquants qui sont algériens, marocains, subsahariens, bon, comme ça serait quand même plus facile pour déjà commencer des négociations, les laisser entrer de la diplomatie. Bon, alors je ne les ai pas encore, mais ils sont en train de... Monsieur Retailleau a demandé au service de lui faire un récapitulatif. Il devait l'avoir dans la soirée. Je ne l'ai pas encore. Bon, mais si on l'a. Mais en tous les cas, ce qui est déjà sûr, c'est qu'il y a un problème particulier des OQTF algériens et marocains. Bon. Les Marocains, depuis que Emmanuel Macron a envoyé une lettre début juillet au président, au roi, pour lui dire qu'il le reconnaissait la marocanité du Sahara occidental, je pense que les choses devraient s'arranger. Bon. Mais il s'arrangeait à la marocaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas pressé. Et dans cette histoire de Philippines, ce qui est terrible, vous voyez, c'est qu'après que la juge des libertés ait dit il est capable de réitérer ses exploits, mais je le sors quand même, et que tout de suite, et qu'on se dit à 3 jours près,
Voilà, cette jeune fille, serait aujourd'hui vivante. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il y a 8 jours exactement, on se disait, tiens, il y a une jeune fille qui a disparu, on la cherche, et puis là, voilà, on l'enterre demain. Donc c'est quelque chose qui est absolument effrayant, surtout de se dire qu'avant de la tuer, il lui a escroqué son numéro de carte bleue. Quoi. Tout ça, en fait, c'est l'horreur absolue. Donc on se dit très bien, ça ne doit pas recommencer. Mais encore faut-il que les pays veuillent bien récupérer leurs délinquants. Bon, eh bien, alors, je parlais de la lettre de M. Macron au roi du Maroc. Ça a tellement plu aux Algériens qu'au mois d'août, le ministère de l'Intérieur, dans 2 charters envoyés à Alger, entourés de policiers, je ne sais pas combien il y en avait, mais des gens des OQTF. Okay. Et les Algériens, ils avaient prévenu les Algériens qui avaient dit d'accord. Et quand ils sont arrivés sur Alger, ils n'ont pas pu sortir de l'avion. Et il a fallu revenir. Voilà. Ils sont revenus en France. Ils sont revenus en France. Ah oui. Vous voyez, donc les Algériens jouent avec nous. Il faudrait quand même arrêter. Parce que Emmanuel Macron leur a donné alors qu'il avait d'abord réduit le nombre des visas, il les a augmentés. Et il faut le savoir aussi que le problème, il y a tous les corps diplomatiques, tous les passeports diplomatiques, fait que les Algériens peuvent venir sans visa et amener avec eux toute une famille qui s'installe et qui ne part plus. Parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. L'accord de 68. D'accord. Il y a l'accord de 68, plus l'accord qui a été passé par Bernard Kouchner d'agrément avec son homologue en disant oui, on va pas vous obliger à avoir des visas. Enfin, on va s'intéresser au sujet des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Pourquoi est-ce que la France est un des pays d'Europe où il y a le taux le plus bas d'exécution de ces OQTF? C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 7 à 10%, quand dans toute l'Union européenne, on est aux alentours de 30%. Les explications de Noémie Hardy, et je vous passe la parole ensuite. Pourquoi le taux d'exécution des OQTF est 4 fois moins élevé en France qu'en Europe? Ce taux doit être corrélé au nombre d'OQTF délivrés par pays. La France arrive en tête. En 2023, il y en a eu plus de 100 000 contre 64 000 en Espagne par exemple. Ce nombre important d'OQTF entraîne des embouteillages administratifs et ne sont plus traités à temps. C'est ce qu'explique Vanessa Hedberg, avocate spécialiste en droit des étrangers. Quand elles reçoivent une OQTF, qui est basée sur la base d'un départ volontaire, elles ne partent pas, elles font un recours, le temps passe, c'est créateur de droits nouveaux, et quand on passe devant le tribunal administratif, on est tout à fait en mesure de pouvoir justifier que, par exemple, ils ont eu un enfant, qu'ils se sont mariés, qu'ils ont cotisé, qu'ils sont éligibles à un titre de séjour. On fait annuler l'OQTF et on leur obtient un titre de séjour. Il faut ajouter plusieurs difficultés pour appliquer les OQTF. Selon la Cour des comptes, entre 20 et 30% des étrangers ne sont pas identifiés avec certitude, empêchant leur éloignement. Autre problème, le laissez-passer consulaire. Pour envoyer quelqu'un dans son pays d'origine, il faut l'accord de celui-ci. Ce sésame devient alors un argument diplomatique. Certains pays, comme l'Algérie, compliquent les renvois au vu de ses relations tendues avec la France. En 2021, l'Algérie n'a délivré que 34 laissez-passer consulaires pour près de 8000 demandes. D'autres OQTF ne peuvent pas être appliqués si la personne concernée vient d'un pays en guerre. Voilà, on a le constat à chiffrer, là, Denis Jacob. On voit pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est même impossible avec certains pays. Je peux même expliquer encore plus en détail pourquoi quelqu'un qui est sous OQTF, au moment où on lui notifie l'OQTF, il a 30 jours pour quitter le territoire. Pendant ces 30 jours, il a un minimum de 15 jours pour lequel il peut déposer un recours au tribunal administratif pour contester la notification. Quand le tribunal administratif se saisit de cela, il a, selon les situations des personnes qui font le recours, entre 6 semaines et 3 mois pour se prononcer. Quand on sait que la retenue en CRA est de 90 jours, eh bien, les personnes se retrouvent libérées. Si vous me permettez, très rapidement, je voudrais répondre à Madame Ney sur le principe d'anticiper avec les OQTF, mais qu'on n'arrive pas à cibler les personnes. Alors, on l'a par rapport aux statistiques du ministère de la Justice, puisqu'on sait qu'il y a 25% d'étrangers qui sont incarcérés, d'après les statistiques du ministère de la Justice de 2022. Ça correspond à 20 000 personnes, et elles sont catégorisés par origine, c'est-à-dire qu'on sait combien il y a d'Algériens, de Marocains, d'Africains, de ressortissants de l'Europe de l'Est, des États-Unis, d'Asie. Donc ces gens-là qui sont incarcérés, on pourrait déjà anticiper, prendre des OQTF, et au moment de la libération, on les fait partir. Dernière chose,
très rapidement, mais c'est important, parce qu'on débat des OQTF, et je viens de prendre connaissance d'un avis qui vient d'être rendu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui dénonce donc aujourd'hui les graves conséquences de la loi immigration, comme une banalisation croissante de la xénophobie, et qui recommande de supprimer des OQTF, de supprimer la notion de menace à l'ordre public comme fondement du maintien en rétention. Alors là, qui est pratiquement le seul recours pour les juges. Les centres de rétention ils iront dire ça, malheureusement, à la famille de Philippine. Bien sûr. Non, mais c'est terrible, Catherine, parce qu'on est dans une situation où on voit que c'est quasiment impossible d'expulser, et où une partie de la classe politique nous dit « Ah, mais vous faites de la récupération politique ». Non, mais c'est ça le sujet, en fait. C'est vrai que l'entendement, s'il n'y a pas quelque chose qui est quand même déréglé. Parce que ce qui semble tout à fait logique, nécessaire et même urgent pour une grande majorité des Français ne l'est pas pour ceux qu'ils ont élus au Parlement. Ah oui, bien sûr. Donc là, chercher l'erreur, est-ce qu'on leur vend bien les choses ? Et aujourd'hui, le Rassemblement national, qui le premier, je veux dire, il faut le... Voilà, c'est avec avoir flairé le danger, peut-être de manière un peu trop violente, qui était Jean-Marie Le Pen au début des années où il régnait. Mais c'est quand même ce parti qui a alerté les Français. Donc, parce qu'il a eu des propos vraiment qui sont inacceptables, il est marqué et ses descendants sous le sceau de l'indignité. Et quand on dit des choses évidentes pour des gens qui n'osent pas même, se disent on ne peut pas le dire parce que ça vient d'eux. Et pourtant, Catherine, la gauche le disait. J'ai souvenir de cette archive de Georges Marchais dans les années 80 et de François Mitterrand. François Mitterrand qui disait pareil, ou de Michel Rocard. La gauche s'était emparée de ces sujets-là, et puis elle les a complètement délaissés en cours de route, Eugénie Bastier. Oui, ça fait bien longtemps quand même qu'elle les a délaissés, parce que je vous avais vu où je remonte dans les années 80. Alors attendez, Eugénie. C'est quand même lui qui a instrumentalisé l'antiracisme pour diaboliser toute politique migratoire en France. Ça date des années 80 et de François Mitterrand. Mais la question des OQTF, encore une fois, elle arrive bien tard. Le problème, c'est pourquoi des gens arrivent en France, que ce soit de façon légale ou illégale, de façon complètement anarchique en réalité. C'est le problème, c'est que quand vous avez un flux d'entrée énorme, évidemment vous avez ensuite une partie qui va en OQTF, et ce flux est trop important à gérer. Et tous les pays du monde sont en train aujourd'hui de faire un virage sur la question migratoire. Ouais, les pays du Nord, l'Allemagne, Olaf Scholz qui est quand même socialiste, Keir Starmer en Royaume-Uni, il a un discours quand même plus ferme que notre gauche actuelle. L'Italie, évidemment. Le Canada, puisque Justin Trudeau, qui est en chute libre dans les sondages à cause de sa politique migratoire, est en train de faire demi-tour lui aussi. C'est les conservateurs qui vont gagner. Donc, quasiment tous les pays du monde, sauf la France, qui se permet d'être un îlot de quoi, un îlot, de quoi, un repère de... En France, il faut se discuter. Non, mais quand on entend ce que nous dit Denis Jacob, on va rogner les seuls leviers qu'on a. Plus les frontières, voilà. Pardon, rapidement et après lui. Très succinctement, mais parce que j'ai oublié de le dire, c'est que pendant que quelqu'un qui est sous OQTF fait un recours au tribunal administratif, on peut rien faire contre lui. Pendant que le tribunal administratif étudie, la notification de retour au pays est suspendue. Bien sûr. Bien sûr. Faut le préciser. On est chez Kafka. Et il a de quoi vivre chaque jour. Oui. Et l'avocat est pris en charge, évidemment. Voilà. Et l'avocat est pris en charge. Voilà. Louis Dragnel. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète énormément. Solutions. Quelles sont les solutions ? Alors, il y a quelque chose qui m'inquiète, et après, je vous donnerai les petites solutions si elles existent. Non, il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est que, souvenez-vous, il y a quelques mois, Gérald Darmanin essayait de faire passer un durcissement de la loi sur l'immigration. Et un certain nombre de dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Sur demande d'Emmanuel Macron. Les trois quarts. Problème. Si aujourd'hui Bruno Retailleau veut à nouveau, à la suite de ce qui s'est passé avec Philippines, et puis pas que, simplement parce que ça a été annoncé, c'est une promesse de Michel Barnier, s'il veut à nouveau durcir la loi, je n'imagine pas un seul instant les membres du Conseil constitutionnel qui n'ont pas changé dire aujourd'hui que ce qui n'était pas constitutionnel hier l'est aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a l'histoire des cavaliers, vous allez me parler de ça. Ils avaient dit... C'est parce que dans l'énoncé de la loi, ce qu'ils avaient mis ne correspondait pas à... C'était une hypocrisie totale. C'était d'une hypocrisie effrayante. Oui, mais ils vont trouver... Et alors ils disent, mais si on nous présente une autre loi, rédigée autrement, on les acceptera. Le Conseil constitutionnel. Et c'est Emmanuel Macron qui avait dit, lorsque la loi a été votée, qu'il était très content
Mais tout de même, quand même, pour sa fierté personnelle, il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas et qu'il demandait au Conseil constitutionnel de faire le ménage. Alors le Conseil constitutionnel il lui l'a avait fait, dit, nous ne sommes pas une cour d'appel, et ils avaient fait finalement. Oui. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un acte, moi c'est une chose absolument honteuse. Voilà. Mais donc on est aujourd'hui complètement bloqué, et ça me paraît impossible que le Conseil constitutionnel, qui avait trouvé des prétextes totalement fallacieux pour empêcher cette loi d'aboutir, je ne les vois pas revenir en arrière. Les solutions. Les ONG. Laurent Fabius est en bout de mandat. J'aime beaucoup. Louis Dragnel, les solutions. Allez, donnez-nous deux pistes de solutions. Mais il y a plusieurs niveaux. Au niveau diplomatique, évidemment, on peut dire zéro visa si vous ne reprenez pas vos ressortissants et si vous ne délivrez pas les laissez-passer consulaires. Aide au développement, ça représente à peu près 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros, c'est l'équivalent du budget annuel de tout le ministère de la Justice. C'est énorme. On est quand même 20%, déjà moins 20% dans le budget. Oui. On coupe ça ? Non, je n'ai pas dit qu'on coupe. On ne va pas couper totalement. Non, mais moi, je propose des solutions qui ne sont pas forcément radicales. En revanche, les pays avec lesquels il n'y a aucune coopération, on arrête complètement. Je vous donne simplement le top 3. Échanges bancaires. Le top 3 des pays d'Afrique hors Maghreb à qui on donne le plus. Les 3 premiers pays, donc Sénégal, Mali, Burkina, Niger, les 3 derniers pays, on s'est fait chasser. Et on donne, l'année dernière, 107 millions d'euros au Mali, 100 millions d'euros au Burkina Faso, 92 millions d'euros au Niger. Et je rappelle aussi que dans un de ces pays-là, nous avons des agents de la DGSE qui sont pris en otage et on essaye de les libérer et on continue de donner de l'argent pour aider au développement de ces pays qui ne veulent plus de nous. Donc voilà, il y a un levier qui existe, celui-ci, il est probant. Ensuite, la difficulté jusqu'à aujourd'hui de toutes les lois, c'est que quand la droite a fait voter des durcissements de lois pour montrer à son électorat que ça y est, c'était la fermeté, à chaque fois en catimini, il y avait passé tout discrètement des capacités de recours pour surtout permettre d'annuler les effets un peu forts de la loi. Et je termine simplement par la chose sans doute la plus importante, c'est qu'on ne peut pas durcir plus notre législation sur l'immigration si on ne passe pas par une réforme constitutionnelle. C'est tout ça en raison de ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais la hiérarchie des normes. Parce qu'en fait, au-dessus du droit français, vous avez les traités internationaux et vous avez le droit européen. Donc vous avez beau faire tout ce que vous voulez, si Bruxelles vous dit que vous ne pouvez pas le faire, s'il y a des accords entre la France et d'autres pays, ça ne sert à rien. Il me semble que c'est ce que Michel Barnier proposait lorsqu'il était candidat à la primaire de la droite. Sauf que, chère Laurence, le problème, c'est que ça peut se faire. Il faut une majorité des 3/5 à l'Assemblée nationale et au Sénat pour changer la Constitution, et ensuite pour soumettre la modification de la Constitution au référendum, pour permettre un référendum sur l'immigration. On sait bien, il n'y aura jamais de majorité des 3/5, et il faut aussi l'accord du président de la République. Je ne vois pas du tout Emmanuel Macron. On est d'accord. Et il y a aussi l'interdiction des envois d'argent à l'étranger via les plateformes bancaires. Absolument. C'était une mesure défendue par Arnaud Montebourg. Exactement. Alors, homme de gauche avant la présidentielle de 2022. Voilà. Catherine Ney, ou Eugénie, peut-être le dernier mot avant le rappel. Qui a mis en place Mélanie en Italie, qui a une configuration un peu différente, mais elle a aussi tapé sur les ONG qui aident les migrants, et ça a contribué à faire baisser les flux, parce qu'elle les a empêchés, elle les a empêchés de se ravitailler dans les ports italiens, et ça a fait baisser les flux. Madame Mélanie est très très maligne. Elle est allée négocier avec le président tunisien qui lui a envoyé des bateaux avec des migrants. Elle est allée négocier avec lui. Elle lui a apporté de l'argent avec d'ailleurs son amie Madame van der Leyen. Elle est allée voir les Albanais pour dire écoutez, ceux qui ne nous plaisent pas, on vous les envoie et puis on vous enverra un peu d'argent. Moyennant quoi, aujourd'hui, il y a beaucoup moins. Le flux en Italie, c'est beaucoup tari et elle a mené ça de manière intelligente, si bien que le Premier ministre britannique est allé la voir pour lui demander comment faites-vous. Vous voyez, vous imaginez, et une femme d'extrême droite. Oui, un Premier ministre de gauche. Vous avez annoncé Pique-Pente quand elle a été... C'était la fille spirituelle de Mussolini. 18h30, lors du rappel des titres de l'actualité.